Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Si vous... Je suis là. Bon, bah, c'est clair et limpide. Ah, une. Est-ce qu'aujourd'hui c'est consultable? Allez, je vous donne le micro. Est-ce qu'aujourd'hui les différents documents, tels que les lettres, ils sont consultables ou pas au grand public? Joker. Ne rigole pas, toi. Non. À l'heure actuelle, il y a peut-être sur les 60 volumes des archives qui sont aux archives départementales de l'Isère, il y en a 2 qui ont été numérisés et que vous pouvez consulter librement sur le site des archives départementales. Donc vous faites archives départementales de l'Isère, vous allez dans les fonds numérisés, faites fonds Champollion, et il y a 2 volumes qui sont sur les 60, qui sont numérisés et accessibles. Sinon, c'est absolument pas accessible au grand public. Et ça le sera un jour? Maybe. Peut-être. Normalement, le but est que les 60 volumes, un jour, soient totalement numérisés et consultables. Mais on n'a pas la date butoir, malheureusement. Oui, moi je me demandais qui a repris le flambeau derrière. Alors, le problème, c'est que Champollion n'a pas eu le temps de former de successeurs. Enfin, il n'avait pas d'apprenti. Si je mets Salvolini de côté, parce qu'il y a l'affaire Salvolini, alors il y a son frère, il y a Jacques-Joseph, qui a édité en fait tous les travaux, enfin, bon nombre des travaux de son frère, puisque quand il est mort, la plupart des travaux n'étaient pas publiés. Le problème, c'est que Jacques-Joseph, même si c'était un très grand intellectuel, il n'avait pas non plus les capacités de son frère. Donc tout ce qu'il a publié, le dictionnaire, la grammaire, si vous voulez, c'était figé. C'est-à-dire, à l'instant T où Jean-François, je les côtoie depuis 12 ans, hein, alors je les appelle par leur prénom, hein, désolé. Voilà. On est intimes depuis un certain temps. En fait, Jacques-Joseph a publié ce que son frère avait. En fait, il n'est pas allé au-delà. Voilà. Alors, on reprit après, notamment côté allemand, Richard Lepsius. Donc après, dans les années 1840, à peu près. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un creux côté français. Même, alors, je vous invite quand même à regarder la version longue 90 minutes, parce que là, c'était la version raccourcie. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments, comme toute la partie le voyage en Italie, le Louvre, qui dans la partie 50 minutes sont passés à la trappe quand même. Et pourquoi je disais ça d'ailleurs oui, et donc oui, il y a donc Lepsius pour la suite, et oui, pardon, voilà, j'ai retrouvé le fil. Il y a eu la création de la chaire d'égyptologie au Collège de France également, hein, dont Champollion a été le premier professeur. Malheureusement, il n'a pas pu donner toutes les leçons parce que voilà, la maladie commençait à se faire sentir. Et donc il a fallu, je crois, attendre les années après 60, avec Emmanuel de Rouget, si je ne dis pas de bêtises. Je vois Hélène qui me dit oui, donc voilà. Mes dates, mes souvenirs sont bons. Donc il est mort en 32. Vous voyez, il faut attendre quasiment 30 ans après pour qu'il y ait de nouveau un égyptologue qui reprenne des cours, et voilà. Mais bon, le flambeau, si vous voulez, si on résume, c'est surtout Lepsius, donc côté allemand, Lepsius qui a repris en fait les travaux, qui a continué les travaux de Champollion. Voilà. Bonsoir. Je voulais évoquer en fait de façon plutôt de façon la plus courante, c'est d'évoquer un peu le contenu du film, et là je vais insister sur la forme, parce que c'est un festival d'archéologie, mais c'est d'abord un festival du film d'archéologie, et franchement l'option qui a été prise de l'animation est vraiment très très créative, et
ça nous change un peu de l'incarnation dans les docufictions par des acteurs. Et franchement, bravo. Merci. Alors, ça, c'est quelque chose, pour la petite histoire, pour l'anecdote, quand le producteur, réalisateur Jacques Plaisant m'a contacté, quand on a commencé à évoquer ce documentaire, moi, la première chose que je lui ai dit, un docu-fiction, t'oublies, ou alors c'est sans moi. Voilà. Je lui ai dit, moi, les docu-fictions, j'aime pas ça. En général, je trouve que c'est pas super réussi. Donc je lui ai dit, non, docu-fiction, non. On était d'accord, tous les deux, donc ça tombait très très bien. Après, je lui ai dit, par contre, 90 minutes, il n'y a que de la lecture de lettres. Ça va quand même pas être super fun. Donc comment on va faire l'animation? Et il m'a dit on va aller vers du dessin, de l'animation dessin. Et c'est vrai que le graphiste qui a travaillé a fait un boulot génial. Alors il y a juste, ça m'a un peu fait sourire quand on le voit à un moment, Champollion se déshabille pour rentrer dans le temple d'Abou Simbel. Je trouve qu'il a un petit peu trop de tablettes de chocolat. Parce que d'après ce qu'on comprend quand même, c'était un peu plus de chocolat fondu. Voilà. Mais bon, moi j'ai adoré avoir ces dessins. Ouais. Il a placé de docu-fiction, vous en mettez plein au prochain festival. Il y en a, non, mais il y en a souvent, donc... Le tour de la question. je m'en reposais une. Ah. Quand on est égyptologue, pour Amandine, on maîtrise le déchiffrement. Enfin, c'est comme les langues anciennes, le grec, le latin. On est à l'aise par rapport à des textes que l'on vous soumet. Après, ça dépend à quel niveau. D'ailleurs, dans la salle, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Que des femmes. Et que des femmes. Après, ça dépend, c'est comme tout, c'est-à-dire que l'égyptologie, c'est comme toute branche de l'archéologie. Vous avez vraiment des spécialistes des textes. Vous avez des égyptologues qui lisent ça comme on lit le journal. Voilà. D'autres un petit peu moins. Et puis c'est pareil, sur 4000 ans d'histoire, les textes hiéroglyphiques de l'époque des pyramides, c'est quand même pas les mêmes. J'entends par signes, par vocabulaire, par grammaire. C'est pas la même chose que ce que vous avez à Abou Simbel de l'époque de Ramsès II, ce que vous avez à l'époque de Cléopâtre, d'Alexandre, voilà. Donc après, moi je suis incapable de lire un texte de l'Ancien Empire, mais comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, Bernard Mathieu fait très très bien, il fait de très belles traductions, donc voilà. Ce qu'on nous apprend généralement, c'est l'égyptien, le moyen égyptien. Voilà. Après, vous pouvez vous spécialiser. Et à propos de Champollion lui-même, donc cette intuition géniale, alors là, il me faut 2 heures là, pour vous expliquer. Mais entre le son, c'est... Alors, pas 2 heures. Je vais essayer d'être très très brève, ce qu'il n'y a pas dans le documentaire, parce qu'à un moment on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout dire non plus. Champollion, il a eu plusieurs intuitions géniales qui se sont combinées. Déjà, il en a eu une, c'est d'aller contre la doxa de l'époque, ce qui était quand même un sacré culot. C'est-à-dire que la doctrine du milieu savant de l'époque était de dire les Égyptiens ont utilisé des signes hiéroglyphes idées. Et puis après, avec notamment l'arrivée des Grecs, des étrangers en Égypte, ça a basculé, on a utilisé des signes sons. Parce que, historiquement, par rapport à d'autres déchiffrements, etc., d'autres écritures, les signes hiéroglyphiques dans la pensée des savants, les signes hiéroglyphiques ne pouvaient correspondre qu'à une seule chose. C'était pas pensable que ça puisse être plusieurs choses en même temps. Donc c'était soit un signe idée, soit après un signe son, mais que les deux soient combinés en même temps, ça
c'était pas possible. Et ils se sont tous engouffrés là-dedans, Champollion y compris, et c'est pour ça qu'ils se sont tous cassés le nez, et qu'à un moment, Champollion s'est retrouvé coincé aussi. Pourquoi lui, il y est arrivé et pas les autres? Alors, il y avait la maîtrise du copte, mais Jung maîtrisait le copte aussi, donc c'était ça, ok. Et ce qu'on ne dit pas dans le documentaire, et ce qui a été très très bien mis en valeur à l'expo de la Bibliothèque nationale de France en 2022, quand il y a eu l'expo Champollion, c'est qu'il a quand même étudié, je sais pas, il maîtrisait une quinzaine de langues, et il a étudié autant d'écritures. Il a étudié du mexicain, du gaulois, de l'étrusque, enfin bon bref, et du chinois. Alors ça c'est notre marotte avec Dominique Farou. Et le chinois, et en fait le chinois et l'égyptien ancien, ça n'a strictement rien à voir, mais par contre, l'étude du chinois, et il maîtrisait le chinois, il n'y a pas que trifouiller du chinois, il maîtrisait vraiment le chinois. Le système du chinois, c'est que vous avez des idéogrammes, et vous avez à côté des signes qui sont appelés, que Champollion appelle des clés de lecture, et c'est nous, ça correspond en fait à nos fameux unilitaires. Donc, c'est-à-dire ces signes sons alphabétiques que nous avons, nous, pour l'égyptien. Et quand Champollion a vu ça du côté chinois, on pense que ça lui a un peu déverrouillé l'esprit de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un système dans ce goût-là, côté égyptien? Et parti de là, en fait, il s'est éloigné de la doctrine officielle, et c'est heureusement, puisque c'est comme ça en fait qu'il a pu envisager d'autres choses et aller vers le déchiffrement. D'ailleurs, en 1822, quand il fait sa grande annonce, je peux vous dire que sur certains éléments, il ne se mouille pas trop, parce qu'il sait, ça n'a pas été, quand il a annoncé en 1822 qu'il avait déchiffré, tout le monde savant, tout le milieu savant n'a pas dit c'est bon, c'est lui le grand déchiffreur. Il y a eu plein de détracteurs, parce que justement, il allait contre-courant, quoi. Donc voilà, donc il a fallu qu'il prouve que son système fonctionnait. Il l'a fait grâce au voyage en Italie, donc il s'est exercé sur des objets, notamment du musée de Turin, etc. Et puis il fallait aller en Égypte pour se confronter directement au texte sur place. Et c'est vraiment en Égypte où il envoie une lettre à Dacier en disant j'étais sur place, je me suis confronté au texte égyptien ancien et ça marche. Et mon système, il fonctionne. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas la date de 1822, c'est la naissance de l'égyptologie, c'est le déchiffrement, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est arrêté là. Et d'ailleurs, c'est pas la lettre à Dacier qui va nous donner le maximum d'informations, c'est le précis hiéroglyphique qui est en 1824, 2 ans après, et qui là on sent que voilà, il va beaucoup plus loin. Mais après, voilà, il y a tout un côté historique. Donc dans cet égyptien-là, il y a bien le son et l'idéogramme en fait. On pourrait dire Chez ça comme les ça. Égyptiens, en fait, vous avez des signes idées et des signes sons. C'est ça. Voilà. Et certains signes hiéroglyphiques peuvent être les deux. Et c'est quand même lui qui a eu l'idée, entre guillemets, d'avoir cette complexité-là dans la langue. Oui. Quoi. Oui. Vous savez à quoi ça me fait penser? Parce qu'il y avait mathématiciens, Fourier, physicien, Jung aussi. Et vous savez qu'avec la lumière, on a eu ce problème-là, ondes particules. Avec la lumière, il y a cette analogie-là que je fais avec la recherche des hiéroglyphes. Entre ondes et particules pour la lumière, il y a eu un débat et un combat assez long. Et en fait, elle est les deux, quoi. Voilà. Donc là, cette langue-là, finalement. Donc il y a des gens, quand même, des chercheurs, qui à un moment donné ont une intuition, ça, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça débloque, quoi. Et ça donne une évolution. Voilà. Parce Merci. que ils ont un cerveau aussi qui n'est pas le nôtre. Hein, donc, voilà. Et puis, c'était un bourreau de travail, il a compilé, un nombre incalculable de documents, il s'est intéressé à de nombreuses langues, il a regardé comment les civilisations encodaient leur langue, c'est-à-dire il y a la langue, mais il y a l'écriture derrière. Et donc voilà, donc il y a le génie Jean-François, puis il y a le génie Jacques-Joseph, celui-là j'aime bien ne pas l'oublier, qui a quand même mis sur la voie son frère. Voilà. De toute façon, moi je le dis toujours, s'il n'y avait pas eu Jacques-Joseph, le nom de Champollion ne serait pas célèbre. S'il n'y avait pas eu Jean-François, le nom de Champollion ne serait pas célèbre non plus. Donc il fallait les deux, et les deux sont indissociables. C'était le coach de l'époque. C'était un sacré coach, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, on aura le même type de controverse, mais cette fois-ci pour la préhistoire, avec Jacques Boucher-de-Perte, qui était en but avec l'académie, tout le milieu de la préhistoire de l'époque. 50 ans plus tôt, il serait plus brûlé. Oui, en plus. Mais Champollion lui a refusé l'accès de l'Académie des inscriptions et belles-lettres jusqu'en, je ne sais plus, 31. Voilà, à chaque fois,
Bon, faut dire aussi qu'il n'y mettait pas du sien non plus. Donc, et dernière chose, et après j'arrêterai. J'aime bien aussi, ça c'est notre deuxième marotte avec Dominique Farou, sur les relations entre Champollion et Jung, le savant anglais. Donc certains ont dit qu'ils se détestaient. Alors il faut savoir que Champollion donnait des surnoms à tous ceux qu'il détestait. Autant vous dire que Sylvestre de Sacy en a 2-3 fort sympathiques. Voilà, il a vraiment donné, il avait la dent très très dure. Et il faut savoir que Jung, il ne lui a jamais donné de surnom. Donc déjà ça c'est un signe. Et j'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, en relisant les lettres d'Égypte, donc je trouve ça fort quand même pour des ennemis jurés. Jacques Joseph envoie une lettre à son frère, donc l'autre il est au fin fond de l'Égypte, pour lui dire: j'ai vu le bon docteur Jung qui te salue et qui m'a donné pour ta fille un joli petit bracelet en or avec une topaze. Alors normalement, en temps normal, t'offres pas un bijou à la fille de ton plus grand ennemi. Enfin, bon, voilà. Donc bon, ça c'est pareil. Pour mettre Champollion en avant, le génie solitaire, vous savez, on a complètement déprécié les autres. On a eu l'impression que voilà, il travaillait tout seul dans son coin avec sa copine Pierre de Rosette, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est autant une émulation qu'une concurrence entre les... C'est une émulation, oui, mais c'est une concurrence intellectuelle. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que s'il n'y avait pas eu Jung, pardon de l'expression, mais peut-être que Champollion ne serait pas mis un coup de pied au derrière. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Jung il avance, Champollion, il ne faut pas oublier, on est quand même dans des années, au niveau politique, c'est quand même pas très réjouissant en France, c'est quand même très compliqué. Champollion, il est noyé par les problèmes politiques, ils vont même se faire exiler avec son frère à Figeac dans leur ville natale, et autant vous dire que les hiéroglyphes, c'est pas sa priorité, voilà. Sauf qu'à un moment, quand il reçoit quand même des coupures de journaux, tout ça, disant que, notamment, il a Jung qui avance, il se dit que peut-être qu'il va falloir qu'il s'y remette s'il ne veut pas se faire devancer. Mais c'est toujours pareil dans la science, c'est-à-dire que si vous vous dites que vous avez 50 ans pour faire vos travaux, pépère, tranquille. Si vous vous dites, faut quand même que j'avance et puis que je publie si je ne veux pas me faire, doubler, voilà. Donc cette concurrence, et puis c'est une concurrence intellectuelle, mais il s'est changé, on a des lettres, dans différents fonds anglais, français, il s'est changé des lettres avec Jung, il s'envoyait des infos, donc voilà. Et puis il n'y avait pas que ces deux-là, il y en avait d'autres.